Il monte à bord d'un navire léger, traverse toute la Méditerranée et débarque à Fréjus. Lorsqu'on sut que le général Bonaparte était de retour, il y eut en France un grand enthousiasme. On comptait sur lui pour ramener la victoire et mettre fin aux disputes, au chaos et à la désolation intérieure. Quelques membres du directoire lui demandèrent même de les aider à chasser du gouvernement les Jacobins, qui continuaient à répandre la haine et l'anarchie. Dans la journée du 18 Brumaire, à Saint-Cloud, il chassa les députés. Alors il devint premier consul, c'est-à-dire le chef de la France. Il s'efforça de réconcilier les Français et d'effacer les souvenirs de la guerre civile. Bientôt, il rétablira la religion persécutée et signera avec le pape un accord appelé le Concordat. Mais surtout, il fallait mettre le pays à l'abri des envahisseurs. Il retourna en Italie, remporta encore une victoire éclatante à Marengo et obligea l'ennemi à signer la paix. Ces choses se passaient en l'année 1800, 1000 ans après le couronnement de Charlemagne. Le petit Corse, 4 ans plus tard, allait être couronné par le pape, comme l'empereur à la barbe fleurie. Il se passa cette chose extraordinaire que les Français, qui n'avaient pas voulu de roi, acclamèrent un empereur qui était le maître absolu et qui gouvernait sans assemblée. Le pape Pie VII vint à Notre-Dame lui donner l'onction du sacre. Mais au moment où le pape allait poser la couronne sur sa tête, Napoléon la lui prit des mains et se couronna lui-même. Cependant, l'Angleterre ne devait pas faire la paix tant que les Français occuperaient la Belgique et la rive gauche du Rhin. Elle devint l'ennemi mortel de Napoléon, qui le comprit et voulut la frapper au cœur. Il réunit à Boulogne une grande armée qui devait franchir le pas de Calais et marcher sur Londres. Longtemps, l'empereur attendit la flotte de l'amiral Villeneuve. Mais Villeneuve ne vint pas. Les Anglais avaient coulé tous ses vaisseaux à Trafalgar. Décidément, la fortune sur mer était contraire à Napoléon. Mais sur terre, il était toujours irrésistible. Quittant Boulogne, il se dirigea vers l'Allemagne avec rapidité. À Ulm, il fait capituler les Autrichiens alliés de l'Angleterre. À Austerlitz, le 2 décembre, jour anniversaire de son couronnement, il rencontre encore une grande armée d'Autrichiens et des Russes. Il les manœuvra de telle manière qu'ils s'engagèrent sur des étangs gelés dont il fit briser la glace à coups de canon. Des milliers d'ennemis s'y engloutirent. La plus belle des batailles napoléoniennes était gagnée, et l'Empire n'eut pas de soleil aussi brillant que celui d'Austerlitz. Cependant, l'Angleterre ne se lassait pas de susciter des ennemis contre la France. Par toute l'Europe, on vit l'empereur, que ses soldats appelaient le petit caporal, courir avec son petit chapeau et sa redingote grise. Les grenadiers de sa garde grognaient quelquefois, et c'est pourquoi on les appelait les grognards, mais ils le suivaient toujours. Ce furent les Prussiens que l'Angleterre, pour effacer Austerlitz, lança contre lui. Napoléon marcha vers eux si vite qu'il les écrasa à Iéna. Toutes les victoires qu'il remportait sur la terre
laissait l'Angleterre en... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.